Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, sur la radio la plus haute de la capitale, on reçoit notre deuxième invité ce matin. Lui, c'est Olivier Meunier-Minsa, voilà, de Job Gabon, qui est avec nous dans La Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés, ceux qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous et qui nous envoient des WhatsApp au 02 54 24 24. Avec lui, on va un peu parler du monde de l'emploi, voilà, et des activités de Job Gabon. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je suis dans le même état que la conscience sociale nationale, et qui est dominée par la séquence politique que vous connaissez. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'emploi que de politique. C'est plus important. De politique de l'emploi qui s'intègre dans la politique générale du pays. D'accord. Alors, Olivier, tu vas définir ton exposé en combien de parties? Il y a 4 gros moments. D'accord. Mais normalement, c'est une émission qui peut prendre 3, 4, 5, 6 mois, quoi. Mais on va essayer de mais donc on peut aller étape par étape. Ouais, il y aura 4 grands moments. On va aborder les questions liées au contexte macroéconomique dans lequel le marché s'articule. Ensuite, on fera un petit rappel rapide, historique, pour comprendre l'évolution du marché. C'est-à-dire, on regarde dans le rétroviseur, on se projette dans l'avenir, et puis on parle du moment présent. La marche de l'humain, le dynamisme humain, passé, présent et futur. Ensuite, on parlera à proprement parler de quelques-unes des principales caractéristiques du marché du travail, avant de conclure sur l'actualité sur les questions de l'emploi au Gabon, notamment sur les questions liées à l'inadéquation emploi-formation, mais aussi sur l'enquête réalisée sur le niveau de rémunération dans le secteur privé, et enfin l'introduction d'un délai de carence de 6 mois lorsqu'on veut recourir à la main-d'œuvre étrangère au Gabon. D'accord, ok. Donc on va commencer par le contexte macroéconomique. Bon. C'est important de commencer par le contexte macroéconomique parce qu'il est difficile de saisir les pulsations de notre marché du travail sans contextualiser. Ouais. Parce que le poisson ne vit toujours que dans l'eau, y compris dans un aquarium. Bon, le contexte macroéconomique, tout le monde le connaît, c'est pas nouveau ce que je veux dire. Nous sommes dans un système qui est fortement inspiré par le modèle français, celui de l'ancienne puissance coloniale, dont nous devons malheureusement avouer que nous vivons avec une certaine dureté les difficultés et profitons assez peu des avancées. Le système économique dans lequel nous sommes, notre modèle, lorsque vous le disséquez, vous vous rendez assez rapidement compte qu'au fond, dans une certaine mesure, il sert à améliorer en toute sécurité par tout un ensemble de procédés la production capitaliste étrangère. Ouais. Je vais y revenir dans le développement ultérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est un truisme de le dire aujourd'hui, mais notre économie dépend essentiellement de la manne pétrolière. Même si depuis quelques années, nous avons amorcé une diversification de notre économie. Pour l'année 2015, j'ai les chiffres, le pétrole, ça représentait encore 40% des recettes budgétaires, 70% des exportations et 20% du PIB. Donc les autres secteurs importants de notre économie, vous les connaissez, c'est le bois, 5,5% du PIB, le manganèse, 4,3% du PIB, et puis vous avez le secteur tertiaire qui représente 28% du PIB, mais qui lui-même encore dominé par la commercialisation des produits pétroliers, les télécommunications, mais aussi dans une certaine mesure l'immobilier. Pour le taux de croissance, la même année, c'est important, 2015, nous avions un taux de croissance autour de 4%, qui est lui-même, cette croissance est elle-même assez peu créatrice d'emplois. Pourquoi ? Parce que c'est une croissance qui est fortement indexée sur la vente de matières premières. Ouais. Le premier constat, c'est que lorsqu'on regarde bien le fonctionnement de l'économie, cette économie est dominée par les opérateurs économiques étrangers qui sont placés essentiellement sous l'angle de la rentabilité économique immédiate et dont les intérêts, tout naturellement, ne convergent pas nécessairement avec ceux de notre pays. L'enseignement qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut que nous cessions de percevoir l'entreprise capitaliste sous l'angle du social, parce que au fond, c'est pas sa vocation première. Bon, j'ai discuté avec des gens qui m'ont laissé entendre qu'effectivement, de plus en plus d'entreprises citoyennes investissent les activités du social. C'est un fait, je ne le nie pas, mais les budgets consacrés au sponsoring, au mécénat restent relativement faibles et diminuent chaque année. Dans la vérité, dans la pratique au quotidien, une entreprise, vous qui êtes chef d'entreprise, d'après, vous le savez très bien, une entreprise, ça fonctionne comme une banque. Ça fait de l'argent pour elle-même. Bien sûr que ça crée des richesses, mais ça n'en distribue pas de façon proportionnelle. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième grand aspect, c'est le problème de la monnaie. C'est pas un problème, mais c'est la question de la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA n'est pas notre propriété.
C'est une monnaie qui a été, qui est fabriquée à Chamalières, dans une ville proche de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Elle a été, la monnaie a été, qu'est-ce que je peux dire ? Elle a été conçue par le général de Gaulle en décembre 1945. Donc au début, le franc CFA signifiait quand même le franc des colonies françaises d'Afrique, avant de devenir franc de la coopération financière en Afrique. Ce qui est gênant dedans, dans le mécanisme de la mise en œuvre du franc CFA, c'est que ces mécanismes obéissent aux mêmes dont l'Allemagne nazie a usé au moment de l'occupation de la France pour empêcher justement la France de se développer. Je passe rapidement, c'est redondant, mais il faut absolument que nous le disions. Il y a 4 grands principes qui régissent la zone CFA. Vous avez donc le principe de convertibilité. Le franc CFA est convertible en euros. Un euro, ça fait combien d'ailleurs ? 6,55,957 francs CFA, c'est ça ? Vous avez le principe de la fixité des parités. Le franc CFA, par rapport à la fluctuation, l'euro ne bouge pas tellement, ne bouge pas d'ailleurs. Ensuite, vous avez le principe de la transférabilité des capitaux. Ça veut dire quoi ? Les entreprises étrangères qui sont présentes dans notre pays ont la possibilité de rapatrier leurs capitaux, mais aussi leurs bénéfices librement dans leur pays d'origine. Ouais. La conséquence, c'est la difficulté pour les pays de la zone CFA de se constituer ce qu'on appelle une épargne nationale solide, donc de s'autofinancer. Conséquence immédiate, le recours à l'endettement. Et le dernier mécanisme, le dernier principe, c'est celui de la centralisation des échanges, qu'on appelle vulgairement, quotidiennement, les comptes d'opération. Je m'explique. Les pays de la zone CFA ont l'obligation de stocker, entre 1973 et 2005, ils devaient stocker 65% de leurs avoirs extérieurs et de leurs recettes d'exportation dans un compte d'opération qui se trouve au Trésor public français. Après moult discussions, négociations très âpres, à partir de 2005, nous avons l'obligation de déposer 50% de nos avoirs extérieurs, de nos recettes d'exportation dans le trésor, dans le compte dit d'opération. Or, tous les souverainistes du monde vous le diront. C'est pas une grande révélation que je vais vous faire. Hein. En fait, battre monnaie, ça relève de la souveraineté nationale, avec un très fort impact sur l'ensemble des politiques économiques qui sont menées et qui ont elles-mêmes des conséquences, ces politiques économiques, sur les caractéristiques des filles et des fils d'un pays dont le marché du travail fait partie et qui va être l'objet de notre discussion ce matin. Donc ça, c'était le contexte macroéconomique. Exactement. Maintenant, la deuxième étape, c'est essayer de faire un petit rappel historique. Oui, parce que pour parler des caractéristiques même du marché du travail, je pense qu'il faut faire un petit rappel. Il faut déjà savoir où on vient pour connaître pourquoi on en est là. Donc, voilà, exactement, c'est ce que je disais d'entrée, c'est ça la marche et l'humanité, le dynamisme humain, c'est passé, présent, futur. En fait, si on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas parler de futur. Il faut connaître son passé, vivre le moment présent et puis se projeter vers l'avenir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, dans les années 70, même jusqu'au début des années 80, lorsque vous étiez titulaire d'un baccalauréat, vous pouviez intégrer les grandes écoles publics qui préparent aux grandes carrières administratives. Ils préparent l'élite sur les métiers de management, administratif, juridique, financier, etc. Vous comprenez ? Les entreprises publiques ou privées éprouvaient de très grandes difficultés à recruter les nationaux. Pourquoi ? Parce que les potentiels demandeurs d'emploi, qui étaient quasiment arrachés sur les bancs de l'école, privilégiés, étaient plus séduits, attirés par la fonction publique et la garantie de l'emploi que ce secteur représente encore même aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Première indication. Deuxième indication, jusqu'en 1986, nous étions dans une situation de plein emploi au Gabon. Donc c'est la période dite de conjoncture économique de 1986 qui elle-même a été consécutive du choc pétrolier des années 70 qui va d'une certaine manière troubler l'architecture de notre marché du travail de façon quasi irréversible. Je dis bien quasi irréversible pour atteindre des proportions aujourd'hui qui sont vertigineuses et si on n'y prend pas garde, qui vont se sosifier dans le temps et dans l'espace. Et quand vous regardez tout ça, effectivement, vous vous rendez compte, dans les années 80, effectivement, on va amorcer une ère nouvelle qui va être caractérisée par tout ce dont on a entendu parler. Hilarion a chanté. On a eu donc les privatisations, les licenciements parfois prétendument abusifs, des fois abusifs, licenciements économiques parfois prétendument économiques, mais des fois abusifs. On a dit ça, privatisation, licenciement économique, le recours au contrat temporaire, donc le recours au CDD et aux intérims, donc la précarisation du marché. Et puis un chômage qui va être sans cesse croissant. Au début, ça va concerner les non-diplômés, et puis progressivement, les diplômés, les expérimentés, mais aussi toutes les catégories de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis dans la première moitié des années 90, là, on est dans le basculement total.
commence à prospérer dans ce pays l'idée que pour trouver du travail, ça relève de la croix et la bernière, que c'est kinda comme disent les jeunes, que tout dépend de ta naissance. Bien sûr, que tout dépend de ta naissance, qu'il faut bénéficier d'un réseau relationnel très étoffé, c'est ça, qu'il faut justifier d'une première expérience professionnelle, etc., etc. Vous comprenez? On va commencer à employer des mots nouveaux pour nous à l'époque. On va parler de CV, donc curriculum vitae, d'LM, de lettre de motivation. On parle d'entretien physique d'évaluation de candidats. On parle de tests psychotechniques, graphologiques, etc. Ce qu'on constate, c'est que globalement, le marché du travail, mais aussi les critères de recrutement des candidats à l'emploi vont faire progressivement leur mue en même temps que la courbe du chômage ne va cesser d'augmenter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les pouvoirs publics, indépendamment d'une réflexion qui nous aurait conduit dès le début des années 80 à l'élaboration d'une politique de l'emploi, les pouvoirs publics avaient effectivement, on procède par dose homéopathique, c'est-à-dire qu'elle s'emploie progressivement au fil de l'eau à stopper l'hémorragie. Mais il faut bien le dire, nous sommes dans une situation d'anémie. Vous comprenez? Il nous faut dire les choses avec netteté pour pouvoir mesurer en toute lucidité la tâche que nous avons à accomplir. Donc le sujet est sérieux. Mais il semble d'ailleurs que les pouvoirs publics aient, au tout début, saisi les balbutiements et les frémissements de la situation, de la période que nous vivons. Pourquoi? Parce que dès février 1984, on a créé dans ce pays la Direction générale du travail, de l'emploi et de la main-d'œuvre, et qui est chargée de veiller, de s'occuper de toutes les questions relatives au projet de loi, mais aussi au règlement sur la question du travail au Gabon. Et puis au début des années 90, vous savez, 93 exactement, on a créé d'abord le FIR, ou inversement, ou l'ONE, le FIR, le Fonds d'insertion professionnelle, de réinsertion professionnelle, qui est destiné aux jeunes diplômés, mais aussi aux personnes licenciées économiques. Il y a à côté l'ONE, l'Office national de l'emploi, dont vous avez reçu le directeur il y a quelques jours. Oui. Donc l'Office national de l'emploi, dont l'une des missions principales, c'est d'assister les personnes à la recherche d'un emploi et d'une formation pour faciliter leur insertion professionnelle. Et puis plus récemment, en 2011, à l'initiative de jeunes que vous connaissez peut-être, certainement, on a créé ce qu'on appelle en anglais un job board, un site internet spécialisé dans le recrutement, qui s'appelle Job Gabon, et qui assure la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et de stage et les entreprises qui recrutent. Et puis dans ce pays, depuis quelques semaines, c'est à la suite des états généraux qui se sont tenus en octobre 2013 au stade d'Angondjé. Suite à ces états généraux, un certain nombre de recommandations ont été faites, et nous avons les partenaires sociaux et les pouvoirs publics qui discutent sur la modification de l'architecture juridique en matière de travail au Gabon, notamment le Code du travail, dont un certain nombre d'articles, même, ils sont très nombreux, datent de plus de 40 ans et ne correspondent pas à notre environnement socio-culturel. La question que tu avais posée au responsable de l'ONU. Voilà. Donc voilà globalement l'évolution historique. Maintenant, à ce moment-là, quelles sont les principales caractéristiques en fait du marché du travail? Bon, les principales caractéristiques du marché du travail gabonais ou du marché du travail en général? Non, gabonais. D'accord, ça va de soi. Donc les caractéristiques, c'est une absence d'abord criade de statistiques. Pas mal. Ça va. Nous venons qu'on constate une absence de données chiffrées, de statistiques, qui seraient régulièrement réactualisées, qui nous permettraient de lire, de comprendre, d'interpréter les articulations, mais surtout les mutations de notre marché du travail, d'en anticiper les répercussions et puis d'une certaine mesure, de procéder aux éventuels ajustements. Il y a sur le marché aujourd'hui 2 enquêtes qui font référence. Vous avez l'ENEC, l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage, qui date de 2010 et qui a été réalisée par la Direction générale du travail. Ensuite, vous avez l'EGEP, l'évaluation gabonaise sur l'emploi et la pauvreté, qui a été réalisée, tenez-vous bien, en 2005 par la DGS, la Direction générale de la statistique. Donc les 2 principales enquêtes sur lesquelles repose toute l'architecture, toutes les analyses sur les questions de l'emploi au Gabon datent respectivement de 11 ans et de 6 ans. En matière statistique, on est presque dans l'antiquité égyptienne. Hein. Vous comprenez? Donc, quelques chiffres quand même. Le taux de chômage au Gabon, c'est 20,4% de la population active. Chez les 16-35 ans, la majorité de la population, nous sommes à 34%, avec une durée moyenne du chômage qui est à 6 ans. Je me répète, donc... Ces éléments que tu es sur la date des enquêtes que tu as... L'ENEC, ça c'est la... viens de préciser. Oui, l'ENEC, enquête de 2010. Donc voilà. Donc je voulais dire que nous sommes dans une situation de massification progressive du chômage, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, qui touchent tous les profils, qui touchent aussi bien les diplômés et les non diplômés, les seniors comme les juniors, les inexpérimentés comme les chevronnés. Ce qu'il faut dire, c'est un autre constat sur le marché du travail, c'est que notre système éducatif, notamment sur les aspects de formation professionnelle, les aspects de formation continue, prépare relativement peu à l'entrée sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que l'offre de formation me semble, dans une certaine mesure,
inadéquate par rapport à la vision politique des nouvelles autorités, donc ce qu'on appelle l'orientation des faits économiques. Deux, inadéquation, pas vraiment inadéquation, j'aime pas tellement l'expression, en déphasage par rapport aussi, effectivement, aux besoins main-d'œuvre des entreprises. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est que, comme dans tous les pays du monde, on fait un constat qui est simple. C'est que l'offre, les besoins, les exigences en ressources humaines des entreprises évoluent beaucoup plus vite que l'offre de formation. Aujourd'hui, dans notre pays, ça dépend des profils, vous me direz, mais globalement, l'obtention d'un diplôme et la maîtrise d'outils techniques, les langues étrangères, les logiciels informatiques, n'offrent plus de garantie absolue pour l'insertion professionnelle. Vous comprenez? On a de nombreux demandeurs d'emploi qui se voient souvent proposer des contrats temporaires, de nature précaire. Et effectivement, ces contrats évoluent en de rares exceptions vers des contrats permanents. Le constat que nous faisons, c'est que les demandeurs d'emploi effectuent des fréquents allers-retours entre contrats précaires et chômage. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que ces contrats temporaires, dits précaires, non pas dit, temporaires mais précaires dans leur essence, sont une valeur ajoutée pour les jeunes diplômés. Pourquoi? Pour 3 choses essentiellement. Parce que pour les jeunes diplômés, c'est l'occasion de perdre sa virginité professionnelle. Ça favorise donc la familiarisation avec l'environnement professionnel, mais aussi c'est une transition vers un hypothétique emploi permanent. Ça, c'est première indication. La deuxième chose, c'est le marché lui-même. Notre marché du travail, il génère assez peu d'emplois, au fond. Il faut bien le dire. Je vous ramènerai les chiffres la prochaine fois sur les 2 premiers trimestres de l'année 2016. Des chiffres faits par qui? Les chiffres qui ressortent de nos études. Donc le croisement des données de l'Union, le croisement des données statistiques du job board, et puis voilà tout ce qui concerne les offres d'emploi qui peuvent être en circulation sur le bassin national. C'est bon, ça vous convient? Oui. Donc le marché, il y a assez peu de création de postes. Pourquoi? Parce que le tissu économique lui-même est relativement faible, même si comme on a dit tout à l'heure, on est dans une phase de diversification, dont on percevra les fruits beaucoup plus tard. Vous comprenez? En plus, il y a le problème de nos TPE et de nos PME. TPE, toutes petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises, qui, dans la plupart des pays qui connaissent des croissances et qui créent des emplois, je prends l'exemple allemand, l'exemple danois dans une moindre mesure, mais même l'exemple américain. Donc les TPE et les PME, ce sont elles qui supportent la croissance et qui créent des emplois. Ouais. Or, dans notre cas de figure, les TPE et les PME, elles sont contrariées par un environnement des affaires dont nous devons accentuer, accélérer l'assainissement. Assainissement en termes de modalités de recours au crédit, par exemple, modalités de financement, d'accès à la commande publique, mais aussi en termes de législation. L'autre constat, c'est que les grosses entreprises, les majors, qui chaque année réalisent dans notre pays des bénéfices colossaux, créent assez peu d'emplois. Pour la plupart du temps, elles procèdent à ce qu'on appelle des remplacements suite à un départ à la retraite, à un décès, à une démission, etc. J'ai un exemple. Le secteur pétrolier, qui est dominé par les majors, représente seulement 5% de l'emploi au Gabon. Oui. Donc, l'autre constat que nous faisons sur les mouvements du marché du travail, c'est concernant les seniors. Pour nos parents et même pour nos grands-parents, le contrat de travail était quasiment conclu à vie. Les gens pouvaient envisager de rester 20, 30 ans, 35 ans dans la même entreprise. Dans le contrat, la dimension affective, dans la relation que le salarié entretient avec son entreprise, la dimension affective avait une place prépondérante, quels que soient les aléas professionnels par ailleurs. Depuis 10, 15 ans, on observe une instabilité, une précarisation du marché du travail. Oui. Le CDD, donc le contrat à durée déterminée, tend à devenir progressivement la norme. Aujourd'hui, j'ai mené une petite enquête avec Sandrine, ma collègue. Aujourd'hui, 7 salariés sur 10 sans CDI sont passés par un CDD. Donc, dans l'esprit, dans la philosophie de nombreux responsables de ressources humaines, des jeunes dames et des jeunes femmes qui se sont réappropriées la fonction en raison de leur maîtrise du métier et de leur formation. Donc, dans leur esprit, le CDD est conçu fondamentalement comme une période d'essai. Au fond, c'est un contrat qui a été vidé de son principe et de sa vocation. Ouais. Le recours au CDD s'explique. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces responsables de ressources humaines? Le recours au CDD s'expliquerait par la complexité administrative des modalités de conclusion, d'exécution, mais aussi surtout de résiliation du CDI, du contrat à durée indéterminée. Donc sur le site Job Gabon, vous qui êtes intéressé par les données, sur le site Job Gabon, une offre d'emploi sur 2 correspond à un CDD. Et d'ailleurs, même à l'époque, où le directeur général de l'ONU, M. Ivala, était responsable du syndicat du pétrole, ce syndicat pétrolier très puissant dans le pays avait adressé une lettre ouverte au président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'était dans le journal Écho du Nord, le numéro 130 de l'année 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. Et dedans, ils avaient mentionné
le caractère abusif de la plupart des contrats CDD qui entretiennent la précarité de l'emploi. Donc, il y a donc un processus de normalisation de CDD. Le CDD qui porte donc comme ADN la précarisation. La conséquence majeure de cette précarisation des salariés, c'est que la fidélité à l'entreprise, les salariés ne s'identifient plus culturellement à leur entreprise. 7 salariés sur 10, c'est le même chiffre, qui sont en entreprise physiquement, sont en veille. La règle maintenant aujourd'hui, c'est je suis physiquement dans l'entreprise, mais mon CV se trouve sur Internet. Voilà, je continue à chercher, donc, voilà. À mettre des demandes. Voilà, les salariés ne conçoivent plus de rester 30, 20 ans, 35 ans dans la même entreprise, même s'il faut bien le réaffirmer. La conscience professionnelle reste effective. Ce qui a changé, c'est que le contrat moral, qui était consubstantiel au contrat de travail, n'existe plus. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui peut bien motiver les mobilités inter-entreprises ? Eh bien, les mobilités inter-entreprises, elles sont motivées par la recherche soit de ce qu'on appelle de bons en avant, soit de sauts parallèles. À une seule condition, c'est de s'assurer de nouveaux avantages en nature et de nouveaux challenges. Vous comprenez ? Toutefois, il faut nuancer cette position. Depuis 2-3 ans, il y a un petit frémissement. Pourquoi ? Parce qu'en période de conjoncture difficile, les salariés s'adaptent. Ils deviennent comme le caméléon qui, après avoir pris la température, prend la coloration de l'environnement dans lequel il se trouve. C'est sûr. Vous comprenez ? Donc, est-ce qu'on peut continuer à développer sur les principaux Donc, principaux bassins de l'emploi au Gabon. Vous les connaissez ? Libreville, Port-Gentil, Franceville-Bonda, voilà. Donc ça représente 70% de la population active occupée. La fonction publique sur le territoire national, c'est 21% de la population active occupée. La fonction publique aujourd'hui, c'est autour de 100 000 agents, vous comprenez ? Le salaire moyen, ça va intéresser beaucoup de gens. Salaire moyen dans la fonction publique, 308 000. Dans le secteur privé, 250 000. Oui. Les secteurs les plus prisés, bon, tout le monde les connaît. Pétrole, banque assurance, BTP, télécommunications, etc. Bon, il faut peut-être expliquer. Aujourd'hui, on constate une très forte mobilité géographique des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que les gens acceptent les opportunités dans les villes où ils n'ont pas d'attache à l'origine. D'attache culturelle, sentimentale, émotionnelle, etc. Voilà. Donc, la région la plus prisée, vous savez bien, c'est le bassin d'activité de Port-Gentil. Pourquoi ? C'est en raison de la présence des grosses firmes du pétrole et des salaires mirobolants qu'elles proposent à l'entrée. D'ailleurs, quotidiennement, comment on appelle les salariés du secteur pétrole ? Les pétroliers. Voilà. Oui. Il y a une croyance forte à la force de frappe de leur pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'ils sont appelés les pétroliers. Ouais. Après, l'autre secteur, c'est la ville de Mwanda, et qui est aussi très attractive en raison de la... Oui, le manganèse, voilà. C'est la longévité, la visibilité et puis l'apparente bonne santé financière de la principale entreprise à y extraire des minerais qui attire beaucoup les demandeurs d'emploi. À côté, vous avez un autre secteur, quand même, on va passer vite, c'est la banque. Donc la banque, c'est un secteur qui est très attractif parce que le mythe du banquier plein aux as plaît à tout le monde. Ça séduit aussi bien les jeunes demandeurs d'emploi, les primo-demandeurs d'emploi, que les profils expérimentés. Pourquoi ? Parce que dans la mémoire collective, la banque, ça renvoie à l'idée de prévoyance, de protection, de crédit avec un remboursement à taux quasiment zéro, de crédit cadeau. Pourquoi ? Parce que dans un environnement comme le nôtre, depuis 15, 20 ans, voire même 30 ans, où le niveau de vie, la cherté de vie n'a cessé d'augmenter, aujourd'hui, la possibilité, l'éventualité de contracter un crédit et de rembourser à de très faibles taux, ça devient même déterminant dans le choix du secteur d'activité dans lequel on souhaite soit démarrer sa carrière, soit de la poursuivre. Oui. C'est bon ? Donc, on a aussi le BTP qui marche, qui est très attractif parce que le chantier nous semble immense et infini. Et puis surtout, les pouvoirs actuels, les pouvoirs publics aujourd'hui, on accorde une place de choix à ces secteurs compte tenu du niveau d'infrastructure que nous avions au début du septennat, donc autour de 2009. Ouais. Et puis l'industrie du BTP a ceci de particulier. Les moyennes de salaire sont relativement élevées par rapport à d'autres secteurs d'activité. J'ai fait une petite étude. Pour un ingénieur ou un bac+5 débutant, vous avez un niveau de rémunération moyen, donc salaire moyen 650 000 francs net pour un débutant, bac+1, alors que dans le secteur banque assurance, il est de 500 000 francs CFA net. Vous comprenez ? Donc les autres secteurs à offrir un fort volant d'emploi, on les connaît aujourd'hui. C'est tout ce qui a trait aux activités de marketing, c'est ça, du conseil, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment sur les fonctions support. Qu'est-ce que j'entends par fonctions support ? Ressources humaines, comptabilité, fiscalité, juridique, etc., etc. Sur ces activités, je vais y revenir, sur ces activités, il n'y a absolument pas une adéquation emploi-formation. Par contre, ce qu'on constate, et c'est que un certain nombre d'entreprises ne prennent pas en compte, comme on l'a dit tout de suite, l'environnement socioculturel sur les aspects qui sont liés à l'âge moyen d'obtention du bac dans ce pays, qui est de quel âge ?
23 ans. 23 ans, on va dire. Bien sûr. Non, mais ça, c'était avant. Tu penses que c'est toujours le cas? Ouais, c'est une donnée de 2013 que j'ai. L'âge moyen d'obtention. Moyen. Vous avez des gens qui ont le bac peut-être à 15, 16 ans, et puis vous en avez qui sont beaucoup plus âgés. Non, l'âge moyen, c'est 23 ans. La France, c'est 17 ans. Et puis l'équivalent en Angleterre, c'est pas le bac, l'équivalent du baccalauréat en Angleterre, c'est 16 ans. Vous comprenez? Donc on ne prend pas en compte l'âge moyen d'obtention du bac, on ne prend pas en compte le niveau d'expérience des trentenaires, on ne prend pas en compte le niveau de la rareté des stages, etc., etc. Et puis, le dernier levier, le dernier secteur qui offre un fort volant d'emploi aujourd'hui, ce sont les agences qui ont été créées par les pouvoirs publics en 2009. Ces agences recrutent des profils hétérogènes sur les différents métiers qui existent. À ce moment-là, on peut revenir sur le problème de l'inadéquation. Voilà. Ouais, pour terminer notre séance d'aujourd'hui. Oui, hein, mais ça va aller vite parce que l'actualité est très importante parce que c'est elle qui permet de faire ce qu'on appelle de la prospective, vous comprenez, et pas nécessairement de la rétrospective. Donc l'inadéquation emploi-formation aujourd'hui, c'est ce que je considère, c'est le leitmotiv des experts, des spécialistes, des gens qui interviennent sur les questions de l'emploi. L'inadéquation emploi-formation. Le souci, c'est que dans tous les pays du monde, retenez ça, dans tous les pays du monde, il y a nécessairement une adéquation emploi-formation. Pourquoi? Parce que les métiers, la technologie évolue beaucoup plus vite, c'est ça, non, que le système de formation. Il peut aussi y avoir une adéquation emploi-formation parce que les profils sont tout simplement rares, ou bien en raison de la pénibilité, de la dangerosité de certains métiers, mais aussi en raison du tempérament national. Un exemple, la France, notre très chère mère patrie. Vous voyez, c'est un pays développé. Mais pour l'année 2014, c'est 400 000 postes qui ne sont pas pourvus. Dans les métiers de la bouche, de la restauration, d'aide à la personne, même dans l'informatique. On fait venir des Indiens pour venir exercer dans le métier de l'informatique en France. Dans le BTP également, on fait venir les gens du Portugal et même d'Afrique subsaharienne. Vous comprenez? Donc, au Gabon, nous disposons... Quel est le nombre de postes concernés par l'inadéquation emploi-formation? Je veux avoir les chiffres. Quelles sont les caractéristiques et la typologie des postes? Nous n'avons qu'un chiffre aujourd'hui, vous comprenez? Par contre, ce qu'on observe, c'est une pénurie, une absence d'ingénieurs d'un certain type. Mais surtout, moi je vois une pénurie de profils sur les métiers à technicité pointue, mais aussi sur certains métiers liés au domestique. Oui. Vous comprenez? Il y a des nouveaux métiers de nounou, mais aussi des métiers comme pizzaiolo, de community manager. Mais community manager, ça concerne un peu tous les continents parce que avec la montée d'Internet. On a aussi quelques besoins sur les métiers liés à la plomberie, la maçonnerie, à l'électricité, métier de couvreur, de tourneur, etc. Et puis, il y a aussi effectivement une pénurie de profils sur les chauffeurs PL, poids lourds, qui sont détenteurs du permis CDE. Depuis 4 ans, on a fait une étude sur 4 ans. Le secteur qui concentre le plus grand nombre d'opportunités aujourd'hui, c'est l'hôtellerie. Okay. Ah oui, c'est l'hôtellerie. Là, dans ce secteur, je dois vous le concéder, il y a effectivement une adéquation emploi-formation. Pourquoi? Parce que les formations en hôtellerie sont relativement nouvelles. De plus, j'ai fait une étude. Depuis 2009, ils sont autour de 5%. Chaque cuvée du bac, ils sont autour de 5% seulement à embrasser les filières d'hôtellerie. Donc, formation relativement récente, assez peu de candidats dans ces filières-là. Et surtout, c'est un secteur particulier qui demande d'avoir effectué des stages d'exécution pour arriver à un certain niveau de management. Vous comprenez? Donc, globalement, maintenant, sur les fonctions support, quel que soit le secteur d'activité considéré, il faut que ça soit bien clair. Sur les fonctions support, ressources humaines, comptabilité juridique, il n'y a absolument pas inadéquation emploi-formation. Je mets au défi les spécialistes de me montrer l'inadéquation emploi-formation sur les métiers de ressources humaines, de comptabilité, de finance ici au Gabon. Ce qui se passe, c'est que les entreprises recherchent trop souvent le mouton à 5 pattes. C'est un mouton à 5 pattes qui a existé. Il a existé au Kazakhstan. Mais il a été exécuté par l'éleveur qu'il avait découvert. Bien sûr. Bon, Olivier, on est déjà à 30 minutes. Voilà, on va faire une deuxième partie jeudi si tu es disponible. On a encore le docteur Pissama qui sera avec nous ce matin et il est déjà 9h16. Merci déjà et on remercie aussi le site jobgabon.com de t'avoir mis à notre disposition. J'espère que les deux autres parties, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Je pense qu'on va prendre partie par partie et développer ça au cours d'une émission. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici la publicité. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop?
l'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.